chose. Urgence Covid-19, une production de la Ligue pour la lecture de la Bible. Amis auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale produite dans le cadre du projet Urgence Covid-19, mise en œuvre par la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire avec le soutien de l'ONG Tiers-Fond. À la présentation de cette émission, votre serviteur Angui Eli. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus qui affecte les populations du monde entier, la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire a initié un certain nombre d'actions en vue d'apporter sa contribution à la réponse à donner aux impacts de la COVID-19 dans la vie des populations affectées, et cela avec le soutien de l'ONG Tiers-Fond, comme nous l'avons dit plus haut. Au nombre des actions réalisées par la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire, nous pouvons citer la sensibilisation des populations au respect des mesures barrières, la remise de kits sanitaires et alimentaires aux populations, l'octroi de subventions aux femmes pour le développement des activités génératrices de revenus, en abrégé AGR, des formations sur la pratique de l'hygiène corporelle et des mains, ainsi que des formations sur la gestion des activités génératrices de revenus. La LLBCI, c'est-à-dire la Ligue pour la Bible, a également produit des émissions audiovisuelles de sensibilisation, et c'est dans le cadre de la production de ces émissions que nous vous invitons à suivre cette émission spéciale. Cette émission à laquelle vous êtes donc conviés a pour thème « Lutte contre la pandémie à coronavirus, quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux ». Pour nous aider à traiter ce thème, nous avons sollicité une personne de ressources qui est professeur en médecine. Donc, il est du domaine de la médecine. C'est également un responsable au plan ecclésiastique parce que nous voulons aborder ce sujet non seulement au plan médical, mais également au plan biblique. Et il a bien voulu répondre à notre sollicitation. Il s'agit du professeur Georges Tiaou. Il est professeur en médecine, comme l'avons dit tantôt. Il est professeur titulaire en biochimie médicale. Il est le sous-directeur de la recherche en santé au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et au plan ecclésiastique, il est ancien d'église. Il est ancien à l'église des Assemblées de Dieu d'Abidjan Cocody Centre. Il est également membre du conseil d'administration du groupe biblique des hôpitaux de Côte d'Ivoire, en abrégé GBHC. C'est cette personne qui a bien voulu répondre à notre sollicitation. Merci, professeur Tiaou, cher aîné, d'avoir répondu à notre invitation et surtout à l'invitation de la radio et de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonjour, cher frère Eli. C'est pour moi un privilège de participer à cette émission. Aussi, une occasion pour moi de donner mon opinion, comme le thème l'indique très bien, sur cette pandémie et ses moyens de lutte. Certaines qui sont décriées, d'autres qui sont plus ou moins acceptées. Et nous aurons l'occasion de parcourir tous ces éléments. Et donc, je suis là aussi au nom du groupe biblique des hôpitaux, qui est une organisation qui travaille dans le milieu hospitalier pour rendre témoignage de la foi chrétienne. Merci, professeur Georges Tiaou. Je rappelle que le thème sur lequel nous allons nous entretenir est « Lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux ?» Pour traiter ce sujet, nous allons échanger sur les points suivants. Dans un premier temps, nous allons indiquer aux auditeurs et aux téléspectateurs quelle appréciation avoir des principaux moyens de lutte contre la pandémie à coronavirus qui sont, entre autres,
les mesures barrières. En termes de mesures barrières, il s'est agi du lavage des mains ou de l'utilisation du gel hydroalcoolique. Il s'est agi également de l'utilisation de masques, de la distanciation, du confinement. Nous allons également parler de la vaccination, qui est un sujet aujourd'hui qui préoccupe plus d'un. Plusieurs se posent la question par moment et nous avons un spécialiste en la matière qui est également chrétien, qui va également nous partager son avis sur ce sujet. Et dans la seconde partie, nous allons échanger sur un certain nombre de questions qui soulèvent des enjeux. Avec notre spécialiste, nous allons chercher à éclairer l'opinion publique sur les enjeux, aussi bien sur le plan social que sur le plan biblique de cette pandémie, car diverses opinions sont véhiculées sur les enjeux de cette pandémie au sein de la population. Et nous allons terminer cette émission par la stigmatisation des victimes de la COVID-19, car de plus en plus de personnes sont victimes et souvent ces personnes sont marginalisées, sont rejetées et ce n'est pas bien pour la cohésion sociale. Donc nous allons, avec notre personne de ressources, aborder également cet aspect. Nous allons donc redonner la parole à notre personne de ressources pour tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas forcément chrétiennes. Dans votre présentation, nous avons dit que vous êtes ancien de l'Église. Qu'est-ce qu'un ancien? Merci beaucoup. Alors, un ancien, c'est un pasteur local. Alors, dans l'Église, il y a des pasteurs qui sont ordonnés, qui ont fait l'institut biblique, qui ont fait les instituts pastoraux et qui ont la fonction de pasteur parce qu'ils ont reçu un appel, ils ont répondu, ils sont allés à l'école et ils ont été formés comme tels. Mais à côté d'eux, il y a des responsables de l'Église qui sont nommés choisis par les pasteurs et par les membres de l'Église qui sont appelés certains des diacres et d'autres des anciens. Et les anciens font partie de ceux qui sont un peu comme des pasteurs, mais qui n'ont pas été ordonnés comme les autres. Ok. Amis auditeurs, vous comprenez bien que notre personne de ressources est outillée pour parler de cet aspect au plan biblique. Et donc, nous allons aller avec le premier point. Il s'agit de quelle appréciation avoir des principaux moyens de lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous avons essayé de citer tout à l'heure quelques éléments. Nous allons les parcourir un à un pour voir un peu la nécessité. Okay. Parce que ça fait un certain moment que la pandémie sévit. Oui. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle est au niveau de la population. Et certains se demandent si toutes ces mesures sont encore d'actualité. Donc, en ce qui concerne d'abord les mesures barrières. Alors, il faut d'abord comprendre que cette maladie est due à un microbe. Alors, j'utilise le terme microbe pour que nous puissions bien comprendre. C'est-à-dire, un microbe, c'est un être qui est tout petit. Et dans ce groupe de microbes-là, il y en a encore qui sont tout petits, plus petits que ceux qu'on connaît habituellement quand on parle du microbe du paludisme, le microbe de la fièvre typhoïde et tout ça. Mais il y en a qui sont plus petits, qu'on appelle les virus. Et donc, c'est devant ces micro-êtres qu'on ne voit pas à l'œil nu, il faut utiliser un certain nombre de méthodologies, de manières de lutte pour que la population soit vraiment protégée. C'est pour cela qu'il y a eu toutes ces mesures qui ont été édictées, mais qui ne sont pas vraiment des mesures nouvelles. Ce sont des mesures qui existaient déjà, qui ont été, j'allais dire, ressuscitées en quelque sorte dans le cadre de cette maladie pour protéger la population. Ok, donc en ce qui concerne les mesures barrières, est-ce qu'on peut les parcourir pour voir un peu leur nécessité? Oui, on peut les parcourir un à un. Je ne sais pas si la population se souvient au moment où la Guinée était, et aussi le Libéria et la Sierra Leone étaient sous l'emprise de Ebola. Et nous avait été recommandé ici en Côte d'Ivoire de se laver régulièrement les mains
Hein, et donc, c'est cette première mesure barrière, se laver les mains de façon régulière. On a vu surgir de toutes parts les seaux d'eau et tout le matériel, tout le dispositif qui a été mis en place pour que la population puisse se laver les mains. Parce que ces maladies sont aussi des maladies qui sont portées par la main. Et donc, si les mains ne sont pas propres, si les mains sont souillées, on peut s'auto-infecter et aussi infecter les autres. Donc, il faut que les mains soient propres. Et laver les mains avec des produits qui ont la capacité d'éliminer ces microbes-là. Et donc, c'est pour cela que, par exemple, le lavage des mains est vraiment un moyen très recommandé. Mais c'est une vieille méthode qui est même biblique. Lorsque il est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'on touche un cadavre, il faut se laver les mains, non seulement se laver les mains, mais se laver tout le corps et s'exposer au soleil pendant un certain temps pour tuer tous les microbes qui pourraient être en contact avec nous. Et c'est en faisant cela qu'on se protège contre les maladies. Donc ça, c'est une première mesure barrière, voilà. Une mesure d'hygiène. Se laver les mains, c'est une mesure d'hygiène. Et de toutes les façons, dans toutes nos coutumes africaines et européennes et tout ça, on ne peut pas manger sans se laver les mains. Donc se laver les mains, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas étranger à notre manière de vivre. Et à défaut, généralement, de l'eau et puis du savon, on parle de gel hydroalcoolique. Oui. Vous êtes biochimiste. Là encore, il y a certaines personnes qui se sont dit, bon, ma peau est sensible à certains produits. Comment comprendre la nécessité de ce gel? Alors, ce gel est composé d'eau et d'alcool. C'est un gel, mais le principe actif à l'intérieur de ce gel, c'est l'alcool. Et comme nous le savons, l'alcool est un produit qui permet de détruire un certain nombre de micro-éléments, et surtout à un degré assez correct. À partir de 70 degrés, l'alcool peut détruire le maximum de micro-éléments. Et donc, c'est ce produit-là qu'on a gélifié, on l'a mélangé avec un produit pour le rendre, du glycérol pour le rendre lourd, et on l'utilise pour, j'allais dire, dans des situations où on n'a pas la possibilité de se laver les mains, on pourrait utiliser ce gel-là pour se désinfecter les mains. Mais la recommandation première, c'est de se laver régulièrement les mains. Le gel est là juste pour, j'allais dire, gérer certaines situations d'urgence ou bien des capacités de se laver les mains. Et ça, c'est un produit palliatif. Absolument, c'est un produit palliatif, mais qui est vraiment utile. Et vous savez, l'utilisation de ce gel et le lavage des mains a non seulement aidé à lutter contre le coronavirus, mais aussi a aidé à lutter contre toutes les maladies qui sont d'origine manuportée et qui, par exemple, les diarrhées, la typhoïde et toutes ces maladies qui étaient fréquentes pourraient être, j'allais dire, impactées de façon positive par le lavage des mains que nous faisons de façon régulière. L'autre mesure barrière, c'est l'utilisation de masques. Et en début d'émission, nous avons porté nos masques avant de les enlever. Tout à fait. Quelle appréciation? Pour des raisons diverses qui supportent difficilement le masque. Certains disent que ça les suffoque. Évidemment, quand on n'est pas habitué, évidemment, on va suffoquer un certain temps. C'est pour cela, donc, il faut avoir l'habitude de porter le masque. Parce que si on se dit, je vais suffoquer, je ne vais pas porter le masque, le risque qu'on court, c'est de s'infecter. Et là, c'est encore plus dangereux que de suffoquer quelques instants dans un milieu où il y a beaucoup de personnes. Et lorsqu'on est tout seul, quelque part, on peut enlever son masque et puis respirer. Donc, je pense que pour le besoin de la cause, se suffoquer pendant 30 minutes, 1 heure, c'est pas dramatique. On peut supporter. Je pense que c'est surtout une suffocation, j'allais dire, psychologique, à mon sens. De toutes les façons, quand nous avions commencé nos études médicales et que pour rentrer au bloc opératoire, nous portions ces masques-là, évidemment, on avait
des problèmes de respiration et tout ça. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a pu s'habituer, qu'on a adapté notre rythme respiratoire avec ces masques, et alors on a pu s'en sortir. Et je crois que nos frères, du fait de la dangerosité de cette maladie, il faut apprendre à respirer avec ce dispositif-là pour ne pas s'infecter. L'autre mesure barrière, c'est également la distanciation. Je crois que ça se comprend, puisque vous avez dit que ce n'est pas des postillons qu'on y met, et je crois que ça doit se comprendre. Ah oui, ça se comprend parce que lorsque quelqu'un éternue, le postillon va parcourir une certaine distance. Lorsqu'on parle, on émet des postillons aussi qui vont parcourir un certain nombre de distances. Alors, les recherches ont démontré que avec une distanciation au-delà de 1 mètre, on évite, j'allais dire, d'avoir une quantité importante de virus dans notre visage. Okay. Et donc la distanciation, c'est aussi une bonne chose. Cependant, la distanciation dans notre culture est difficile, parce que nous aimons le contact humain, nous aimons se frotter les uns aux autres. C'est notre culture, c'est notre habitude. Mais il faut, dans une situation de danger, de mort, il faut aussi s'adapter. Donc le virus est venu pour nous apprendre à nous adapter, avoir une certaine résilience dans certaines situations. Bien sûr, bien sûr. La dernière mesure sur laquelle je souhaiterais que nous puissions échanger, c'est le confinement. Il fut un moment où, dans pratiquement tous les pays, les populations étaient confinées. Quelle est la nécessité de cette mesure? Alors, cette mesure a été édictée, a été promulguée à cause j'allais dire, de la multiplication de façon exponentielle de cette pandémie, de cette maladie, des infections. Alors, il fallait casser la chaîne de transmission. Et pour pouvoir casser la chaîne de transmission, il faut éviter que les populations se rencontrent. Et c'est ce qui a été fait. Alors, ce n'est pas aussi une nouvelle manière de faire. Et cette manière de faire, si nous lisons la parole de Dieu, on la voit clairement. La Bible nous conseille de prendre, par exemple, les personnes qui sont atteintes de lèpre, de les écarter de la population et de les confiner dans un endroit où ils vont rester jusqu'à ce qu'ils recouvrent la guérison. Et c'est ce qui est fait. Aujourd'hui même, lorsque, en son temps, quand les gens avaient la tuberculose, on les confinait pour ne pas que la tuberculose se multiplie dans la population. Et c'est la même situation qui se présente aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre solution pour lutter contre cette pandémie. Alors, il faut adapter toutes ces anciennes méthodes qui ont marché et qui ont aidé la population à survivre à des épidémies, à des pandémies, les remettre encore au goût du jour pour favoriser la disparition de cette maladie. Cependant, j'avoue que le confinement a eu un réveil sur toute la chaîne, j'allais dire, de vie de la population. Sur le plan économique, il y a eu des situations difficiles. Bien sûr. Sur le plan nutritionnel, il y a eu un impact quelquefois négatif. Sur le plan, j'allais dire, des relations humaines, ça a été dramatique. Il y a des personnes qui se sont vues esselées dans des endroits et ont vécu cela avec beaucoup de difficultés. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une solution qui est donnée, mais il y a quand même des revers. Aujourd'hui, par exemple, nos frontières sont fermées. Ça veut dire que les échanges économiques avec les pays limitrophes sont réduits. Les voyages, c'est vraiment difficile. Et donc, tout cela fait perdre beaucoup d'argent à la population et chose au pays. Et aussi, sur le plan nutritionnel, j'ai eu récemment une conférence là-dessus pour montrer que ce confinement a eu un impact sur la sécurité alimentaire.
Et nous avons démontré cela au cours d'une conférence que nous avons eue au Centre suisse pour la recherche. Il faut également dire que sur le plan ecclésiastique, lorsque les églises étaient fermées, il y a la foi de certains qui a pris un coup, il y a certains qui ont eu leur foi chrétienne qui a baissé. Absolument. Je me souviens très bien de cette situation. Nous étions obligés de faire les cultes au niveau de la famille. Et pour nous autres qui sommes peut-être, je dirais, anciens de l'Église, on a quand même une certaine expérience pour conduire nos familles à adorer le Seigneur. J'allais dire correctement, mais pour ceux qui viennent se convertir, pour les personnes qui n'ont pas assez d'expérience, c'était quand même assez difficile. Et certainement, beaucoup de personnes ont pris un vilain coup sur leur foi par rapport à cette situation. Surtout qu'ils devaient se poser des questions, mais où est notre Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'agit-il pas rapidement pour que nous puissions nous retrouver dans les églises? Par ailleurs, excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose. Oui, professeur. Ça nous a montré aussi la fragilité de notre organisation ecclésiastique, surtout dans beaucoup d'églises, où les cellules de maison, n'ayant pas une assise correcte, beaucoup d'églises ont souffert parce que les cellules de maison ont été vraiment négligées. Et je voudrais profiter de votre micro pour interpeller les frères et les sœurs, interpeller les responsables d'église que nous sommes, de rendre encore viables ces cellules de maison qui sont un des fondements vraiment de l'église, de les suivre sérieusement pour en faire des instruments d'évangélisation, des instruments de maintien de la foi chrétienne de beaucoup de personnes. Et aussi, si une situation malheureuse ou difficile, contraignante arrivait, les frères seraient en sécurité dans ces cellules de maison. Merci, professeur. Pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, vous suivez une émission spéciale qui est réalisée dans le cadre du projet Urgence COVID-19 mis en œuvre par la Ligue pour la lecture de la Bible. Je rappelle que le thème sur lequel nous échangeons est lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux? Notre invité est le professeur Georges Thiaou. Il est professeur titulaire de biochimie médicale. Il est ancien d'église et il est membre du conseil d'administration du groupe biblique des hôpitaux de Côte d'Ivoire, en abrégé GBHC. Professeur, nous allons aborder la vaccination. C'est également une des mesures qui est venue par la suite. Quelle est l'importance de cette vaccination? La vaccination même, c'est quoi? Comment comprendre cette façon de soigner les gens? En griffe. Alors, la vaccination n'est pas en fait une façon de soigner les gens. Vous avez raison de dire que de mettre en griffe, soigner les gens, c'est possible qu'on puisse le dire, mais c'est surtout empêcher les gens de tomber malades, de s'infecter et de développer une maladie qui est due à un microbe, à un virus, à une bactérie, etc. Donc, la vaccination est un moyen sûr, un moyen simple, et efficace pour protéger la population contre les maladies infectieuses. Et franchement, pour nous qui sommes, j'allais dire, africains en général et ivoiriens, nous devions dire merci à Dieu pour l'invention de cette manière de lutter contre les maladies qu'est la vaccination. En fait, s'il n'y avait pas la vaccination, franchement, ça allait être très dur pour nous en matière d'espérance de vie, en matière de développement. Franchement, ça allait être très très dur parce que les maladies infectieuses qui ont ravagé les populations anciennes ont été maîtrisées grâce à la vaccination. Je vais donner l'exemple de la fièvre jaune. J'ai l'habitude de dire que les gens ont fui Bassam, dans l'histoire. Ils ont fui Bassam, qui était la première capitale de la Côte d'Ivoire, pour se retrouver à Benjamin à cause de la fièvre jaune qui
ravageait donc les populations expatriées qui étaient là et qui faisaient beaucoup de mal. Et la fièvre jaune a donc eu vraiment son temps d'existence, son temps d'apogée. Mais aujourd'hui, nous maîtrisons la fièvre jaune grâce à la vaccination. Il y a eu d'autres maladies qui ont ravagé la population. La variole, qui a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, dans la population infantile, la coqueluche, qui aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette maladie, de cette toux. Je me souviens de mes petits frères, quand ils avaient la coqueluche, c'est terrible. On avait l'impression que l'enfant allait arrêter de respirer, tellement il souffrait quand il toussait. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de cela grâce à la vaccination. Et je pense que c'est un moyen vraiment salutaire pour l'humanité que l'invention de cette méthode de lutte contre les maladies infectieuses. Merci, professeur. C'est un aspect très important sur lequel les téléspectateurs et les auditeurs ont besoin d'être éclairés. Nous allons entrer en profondeur par rapport à la vaccination. Ensuite, nous allons ensemble chercher à éclairer l'opinion publique sur les enjeux, aussi bien sur le plan social que sur le plan biblique de cette pandémie, car nous l'avons dit, il y a diverses opinions qui sont véhiculées au niveau de la population sur les enjeux de cette pandémie. Nous allons donc échanger sur ce point et nous allons terminer par parler d'un point assez important. Il s'agit de comment lutter contre la stigmatisation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont marginalisées parce que victimes de cette maladie à coronavirus. Nous allons poursuivre avec la vaccination, professeur. Vous avez parlé de la nécessité. Aujourd'hui, nous réalisons que sur le marché, sinon en ce qui concerne les moyens de vaccination, il y a plusieurs vaccins qui sont mis à la disposition de la population. Est-ce que vous pouvez nous parler du principe d'action? Comment ce vaccin agit sur le corps? Le vaccin est une méthode vraiment extraordinaire de lutte contre les infections. Alors, lorsque quelqu'un contracte une maladie infectieuse, un microbe, il se trouve que dans notre organisme, il y a ce que je peux appeler des défenseurs. Ce sont des cellules qui sont là, qui ont pour rôle de nous défendre lorsque un corps étranger, un microbe, entre dans notre organisme. Ces défenseurs vont s'organiser et produire certaines armes qu'elles vont utiliser pour neutraliser le microbe, et la personne peut sortir victorieuse de cette infection, de la présence de cette maladie. C'est ce qui se passe régulièrement dans notre organisme. Naturellement. Et lorsque les défenses n'arrivent pas à contrôler l'infection, alors la maladie va se déclarer normalement et puis la personne peut survivre si les défenses prennent le dessus ou pas. Alors, si donc la personne prend le dessus sur l'infection, qu'est-ce qui va se passer? Notre organisme va garder en souvenir le passage de ce microbe dans notre organisme. Va garder en souvenir. Il y a des cellules dans notre organisme, il y a les défenseurs qui sont là dans notre organisme, qui vont garder le souvenir que cet adversaire, nous l'avons déjà affronté dans un premier combat. Si ce même adversaire revient à nouveau, alors l'organisme est préparé à l'affronter à nouveau et à le vaincre. C'est pour cela qu'il y a certaines maladies infectieuses, quand tu l'as contractée une fois, tu ne peux plus l'avoir et la développer une autre fois. Vous comprenez? Voilà donc comment, de façon naturelle, l'organisme se défend. Et ça se fait vraiment de façon régulière. Et c'est cette manière de se défendre de l'organisme
qui a été utilisé pour développer le vaccin. Alors, cette fois-ci, au lieu d'envoyer le virus ou bien le microbe dans toute sa dangerosité, dans toute sa vitalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va amoindrir la force de ce virus, sa capacité nuisible. On va détruire, on va amoindrir cela, on va l'atténuer, on va rendre ça inoffensif et l'injecter à notre organisme. Ça, c'est dans la généralité que je dis. Et notre organisme va réagir comme si c'était le virus dans toute sa dangerosité qui arrivait, développer les mêmes armes de lutte contre ce micro-organisme et se défendre et défendre l'organisme. Vous voyez? C'est pour cela, lorsqu'on fait un vaccin, quelquefois on a des petites douleurs, un peu de fièvre et tout ça. C'est dû au fait que l'organisme se défend. C'est-à-dire que l'organisme a reçu un corps étranger. Un corps étranger, et lui, il se prépare. Il se prépare, il se défend. Comme si c'était un corps étranger dans toute sa virulence. Alors, après d'avoir injecté donc ce corps étranger atténué, ou bien une partie de ce corps étranger qui a suscité la réaction de l'organisme, si par malheur ou bien par mésaventure, le virus lui-même ou bien le microbe lui-même venait à entrer en contact avec la personne qui a été vaccinée, alors l'organisme va réagir encore, comme la première fois, pour empêcher le microbe de manifester ses effets néfastes dans l'organisme. Voici donc le principe de la vaccination. On provoque, on excite le corps à se défendre. On l'aide à se défendre. C'est comme si on préparait l'organisme à un combat futur. On dit, il y a quelque chose qui va arriver, mais nous, on te prépare maintenant. Afin que si la chose arrivait d'aventure, tu sois déjà à mesure de te défendre. Ok, ça c'est le principe, d'action. Mais pour la plupart des personnes, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs vaccins qui ont été fabriqués. Mais en ce qui concerne le vaccin de la COVID-19, pour plusieurs, ça a été très rapide. Parce que quand même, pour mettre en place un vaccin, il y a un certain nombre de processus. Mais pour ce qui concerne la COVID, pour plusieurs, ça a été très rapide et ça fait qu'on a quelques doutes. Est-ce que vous pouvez rassurer nos auditeurs et téléspectateurs? Oui, je les comprends, je les comprends. Je les comprends parce que quand tu n'es pas au cœur du combat, tu ne peux pas comprendre comment les choses se passent. Et c'est pour cela que quelquefois, il y a donc cette méfiance que je comprends. Parce que effectivement, ça a été rapide. Mais pourquoi ça a été rapide? Ça s'explique. D'abord, le virus qui est en cause a été rapidement identifié. Et rapidement, on a réussi à sortir du virus ce qui fait sa carte d'identité en quelque sorte. Donc, ça se fait rapidement. Et on s'est rendu compte que c'est une carte d'identité qui était relativement stable. Et qu'à partir de cette carte d'identité, on pouvait développer des méthodes de lutte contre le virus. Ça s'est fait rapidement. OK? Est-ce que c'est parce que le monde entier, se voyant en danger, a mis beaucoup plus de moyens? Par rapport aux autres maladies, puisqu'on parle souvent du paludisme qui est là. Quand je parle de la rapidité, ça veut dire que le virus a été vite caractérisé. Ce n'est pas parce qu'ils ont développé. Les moyens, ça va venir après. Mais il faut aussi dire qu'on connaissait déjà le grand frère de ce virus-là. Parce qu'on dit le SARS-CoV-2. Ça veut dire qu'il y avait eu un qui a été identifié, qui a été caractérisé il y a plusieurs années, dans les années 2005 ou 2008 par là. Donc ça fait quand même longtemps que ce virus-là est dans notre environnement et qu'on le connaît.
Ouais, non. Mais Donc, ça a été un avantage. Donc, les méthodes qui ont permis de caractériser le premier virus n'ont pas été complètement jetées à la poubelle. Non, pas du tout. On construit à partir de ce qu'on connaît déjà. Hein? On ne va pas, j'allais dire, recréer la roue. Bien sûr. Voilà comment se font les recherches scientifiques. Et, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a eu des investissements énormes. Alors, en fouillant dans la littérature, dans les journaux, j'ai vu par exemple que l'Union européenne a mis presque 2 milliards d'euros dans cette histoire de recherche contre la Covid. Les USA ont mis 11 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Hein? Parce que l'humanité était en danger. Les pays développés étaient en danger. Hein? Les populations mouraient et il fallait réagir et c'est ce qui a été fait. Alors, quand il y a suffisamment d'argent, quand il y a tous les moyens techniques qui sont là, la seule chose qui reste, c'est de faire quoi? C'est de travailler nuit et jour. Comme ça s'est fait quand il y a des grandes crises. Hein? Vous savez, pendant les guerres qui sont passées dans le passé, les militaires, les chercheurs ont développé des armes efficaces en un temps record. Parce qu'il fallait faire face aux dangers qui menaçaient la population. C'est la même chose, c'est une guerre contre un virus. Donc, on a mis tout en place. Les gens ont travaillé nuit et jour sans relâche pour pouvoir découvrir ce vaccin. Et moi, pour parler de moi personnellement, je vous assure que lorsque nous avons, quand on a entendu parler de ce virus, je priais le Seigneur pour qu'on puisse découvrir rapidement un vaccin. Et je crois que Dieu a écouté la prière humble que nous avons élevée vers lui, mais aussi que beaucoup de personnes ont dû élever vers lui pour trouver la solution. Merci, professeur. Pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, nous sommes en train d'échanger sur le thème lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux? Et notre personne ressource en studio est le professeur Georges Tiao. Il est professeur titulaire de biochimie médicale. Professeur, nous allons donc aller en ce qui concerne ce vaccin. Il y a plusieurs vaccins. Les gens se demandent pourquoi cette pluralité de vaccins. Est-ce que c'est dû à ceux qui fabriquent? Est-ce que vous pouvez un peu éclairer nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à cette pluralité de vaccins? Alors, il y a beaucoup de noms de vaccins, mais en général, il y a 3 méthodes, 3 principes, je vais dire. Le premier principe qui est utilisé, par exemple, par le vaccin que nous avons ici en Côte d'Ivoire, AstraZeneca, qui est fabriqué en Angleterre, ce vaccin utilise un principe qui est un vecteur viral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un morceau de matériel génétique de ce virus-là, parce que c'est un virus qu'on dit à ARN, acide ribonucléique. Ce sont des acides nucléiques. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est des acides aminés. Et donc, ce sont ce bagage génétique-là qui, par la suite, va fabriquer ce qu'on appelle les protéines. Les protéines. Et donc, on va prendre un bout de ce ARN-là, de ce matériel génétique, introduire dans un virus qui est atténué, et c'est ce virus plus ce bagage génétique à son intérieur qui vont être injectés dans notre organisme. Donc le virus, en fait, va servir de transporteur. Et arrivé dans notre organisme, tout le système dont j'ai parlé tout à l'heure va se déclencher. Donc, ici, le vecteur, celui qui va être utilisé comme transporteur, c'est un virus. C'est ce qui est utilisé
dans le vaccin AstraZeneca et dans le vaccin russe, le Sputnik 5. Ensuite, il y a un autre qui est utilisé par les Chinois, Sinopharm, par exemple. C'est ce que je venais de décrire la première fois que j'ai parlé du vaccin. J'ai dit qu'on atténuait le virus, n'est-ce pas, ou bien le microbe, et on l'injectait. C'est exactement ce que les Chinois ont fait. Ils ont atténué le virus, ils l'ont inactivé en quelque sorte, et puis ils ont fabriqué le vaccin, et c'est ce vaccin-là, c'est ce virus atténué qui est injecté, et il va avoir exactement la même réaction dont je venais de parler tantôt. Et ce vaccin, on l'appelle? Le Sinopharm. Ok. Sinopharm, c'est un des vaccins que les Chinois ont fabriqué. Ensuite, il y a celui qui, aujourd'hui, est une des nouveautés, une des, j'allais dire, c'est comme, pour un chercheur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été fait, puisque ça fait longtemps qu'on voulait utiliser cette méthode-là, mais il a fallu cette situation pour que les choses soient déclenchées rapidement et qu'on puisse faire. C'est le vaccin à ARN messager. C'est tout à fait nouveau. On va prendre l'ARN messager qu'on va mettre dans une particule lipidique, des lipides, d'huile en quelque sorte, comme une particule d'huile, pour parler terre à terre. Donc c'est comme si on prenait un morceau de virus, l'ARN du virus, une partie, c'est pas tout l'ARN, c'est une partie de l'ARN. Donc il faut bien comprendre, je n'ai pas dit c'est tout l'ARN du virus qu'on prend, mais c'est une partie qui est dirigée qui est dirigée pour fabriquer une protéine particulière qu'on va utiliser pour lutter contre le virus. Donc c'est cette partie-là, ce morceau-là, qu'on va stabiliser et qu'on va mettre comme dans une gouttelette d'huile, une gouttelette, une microparticule tellement petit, qu'on va injecter dans notre organisme et arriver dans notre organisme. Alors, ça va déclencher cette réaction immunitaire. Vous voyez? Donc, notre organisme va produire cette protéine-là qui va provoquer la réaction immunitaire. Et donc ça, c'est ce qui est nouveau. Et ce vaccin, comment on l'appelle? Quels sont les... C'est le vaccin Pfizer qui est en Côte d'Ivoire actuellement, et c'est le vaccin Moderna. Ok, donc voici les différents types de vaccins. Voilà. Vous êtes professeur en médecine, vous êtes même spécialiste en biochimie. Aujourd'hui, la crainte, c'est l'efficacité de ces vaccins et les effets secondaires. Est-ce que vous pouvez rassurer un peu nos auditeurs et téléspectateurs? On sait que tous les vaccins, plus c'est un élément étranger, on ne peut pas dire que c'est à risque zéro, mais est-ce qu'il y a une certaine efficacité et puis on peut faire confiance à ces vaccins? Alors, je voudrais, pour répondre à cette question, dire que récemment, l'OMS se réjouissait de la création d'un vaccin contre le paludisme. C'est celui que j'écoutais à la radio sur RFI disait que c'est un grand jour. C'est un grand jour pour l'humanité et surtout pour les pays africains, notamment dans notre contrée, que la découverte de ce vaccin. Donc vous portez à mettre en nouvelle parce que ce n'est pas tout le monde qui est informé qu'il y a aujourd'hui un vaccin contre le paludisme. Oui, ça a été mis au point et certainement ça va être chose. C'est connu, c'est chose. Alors, l'efficacité, c'est 30%. Vous comprenez? Déjà, avec 30%, en tout cas, on dit que c'est un grand jour. Mais pour les autres vaccins, on nage dans les 90%, dans les 80%. Pour le Pfizer, je lisais, bon, c'est pas chez nous, on s'est fabriqué, donc nous tous, on se renseigne par rapport aux revues scientifiques. Et alors, c'est environ 95% d'efficacité. Pour AstraZeneca, c'est au minimum 80% d'efficacité. La même chose pour Sputnik,
où il est dit c'est environ 80% ou au-delà. Donc c'est déjà une grande performance d'efficacité que d'avoir des vaccins à 95 et cela. Hein? C'est déjà vraiment quelque chose de bien. Alors, concernant les effets secondaires, vous-même vous l'avez répondu à votre question. Hein? Il n'y a aucun produit, vraiment à ma connaissance, qui soit sans effet secondaire. Mais ici, on regarde le rapport risque et bénéfice. Vous comprenez? Et le rapport risque et bénéfice se voit de plus en plus aujourd'hui. Quand je regardais les matchs de foot avant la venue du vaccin et la vulgarisation et la popularisation du vaccin, mais c'était triste à regarder un match de foot. C'était souvent sans public. Sans public. Et puis tu entendais même l'entraîneur qui donnait les consignes. C'était vraiment de la tristesse à l'état pur. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un match de foot, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le même continent. Pourquoi? Mais parce que les populations européennes se sont jetées, après beaucoup d'hésitation, bien sûr, se sont dit, allons-y. Et la vaccination a été rendue vraiment populaire. Ils sont au-delà de 70% de population vaccinée. On a l'impression que tout a repris. Mais c'est dit quoi? Il faut environ une couverture de quel pourcentage de la population? De plus de 70%. OK. Ça veut dire qu'il faut... Bon, je ne suis pas santé publique, hein, comme je l'ai dit. Ce sont les informations que nous avons reçues de nos collègues de santé publique. Et il faut une couverture vaccinale de plus de 70% pour pouvoir dire que nous avons maîtrisé la situation. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes sur la bonne voie. Hein, et je voudrais vraiment encourager les parents, les frères à y aller, à se faire vacciner. Les effets secondaires sont là. Il y en a qui sont moins graves, il y en a qui sont plus graves. Les effets secondaires plus graves, on pourra prendre en charge ceux qu'on pourra prendre en charge. Mais en tout cas, je ne vous encourage pas à ne pas faire votre vaccin. Je vous encourage à y aller. Hein, et je vous assure que les polémiques sur les effets secondaires avec les coagulations qui se faisaient dans les vaisseaux sanguins, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a, mais ce n'est pas beaucoup comme on pouvait l'imaginer. Voilà. Donc, le moins de mal, c'est de se faire vacciner. Le moins de mal, en tout cas, c'est de se faire vacciner. Parce que, en fait, quand on regarde comment le virus détruit l'organisme, vraiment, je ne vais même pas souhaiter à mon pire ennemi d'être atteint de ce virus-là. Parce que le virus détruit tout, il désorganise tout dans notre organisme. Et même celui qui contracte le virus, il a plus de chances de faire ces coagulations, ces polycoagulations multiples dans son corps que celui qui est vacciné. Mais le virus, lui, peut le faire à un rythme très élevé. Mais le vaccin ne le fera pas au même rythme que le virus. Donc, il vaut mieux se faire protéger par le vaccin. Merci, professeur. Nous allons donc aller aux autres points au menu de notre conducteur. Il va s'agir d'éclairer l'opinion publique sur les enjeux, aussi bien au plan social que sur le plan biblique de cette pandémie. Nous l'avons dit, il y a diverses opinions qui sont véhiculées au sein de la population. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, parce qu'il y a des opinions, certains qui pensent que ce vaccin, sinon cette pandémie a été créée de toutes pièces pour réduire la population mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien quel est votre avis de spécialiste? Alors, ce que je dirais, c'est il ne faut pas prêter de mauvaises intentions aux gens. Franchement, c'est pas bon. Et en tant que chrétien, certainement qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui sont quand même correctes, qui ne vont pas prêter de mauvaises intentions aux gens pour dire qu'on invente telle chose pour détruire l'humanité. Je vous assure que la recherche scientifique nous permet de faire des avancées
extraordinaires et ces recherches scientifiques manipulent des microbes vraiment dangereux. Si on voulait détruire l'humanité, je pense que c'est des choses déjà faites depuis longtemps. Quelque chose déjà fait depuis longtemps. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va polémiquer sur un virus qui fait mal à toute la Terre pour dire que c'est pour venir chose. Et en plus, quand les gens parlent de cela, c'est pour dire qu'ils veulent détruire les populations africaines. Et c'est cette rumeur qui a été véhiculée. Mais on se rend compte aujourd'hui que la plupart des personnes décédées, le grand nombre de personnes décédées, se trouvent dans les pays développés. Alors donc, ils ont développé un virus pour tuer leur propre population. Franchement, je ne peux pas prêter ces mauvaises intentions aux autorités de ces différents pays. Ok. Il y a aussi une conception qui est également véhiculée, disant que cette pandémie a un agenda caché qui vise à contrôler le monde et à préparer l'installation du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Vu qu'avec les mesures qui sont prises, on ne peut pas voyager, on contrôle au travers des vaccinations. Lorsque tu veux voyager, il faut avoir, mettons, on parle même de cadres sanitaires, ainsi de suite. C'est pour contrôler la population et mettre en place le gouvernement mondial. Quelle est votre opinion? Alors, je disais à quelqu'un, si c'était cela, c'est que ça a commencé avant les indépendances. Parce que les cartes de vaccination étaient déjà installées dans nos contrées depuis très longtemps. Nos parents ne pouvaient pas se déplacer s'ils n'avaient pas présenté leur carte de vaccination et leur carte de parti. C'était les deux éléments qui étaient contrôlés avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de gouvernement mondial était déjà en place depuis longtemps. C'est pour dire que, franchement... Et puis, quand on parle de carte sanitaire pour voyager, mais moi, je ne veux pas aller aujourd'hui, je ne veux pas aller au Gabon ou bien dans un pays africain sans avoir ma carte de vaccination jaune. Tous ceux qui ont voyagé ont ça. Et ils doivent présenter cela à l'entrée de chaque pays. Et tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, s'ils n'ont pas leur carte de vaccination, où il est mentionné qu'ils ont reçu le vaccin contre la fièvre jaune, ils vont se faire vacciner obligatoirement à l'aéroport. Alors, ça veut dire que cette affaire existe depuis longtemps. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai ma carte de vaccination jaune. Je l'ai avec moi. Je l'ai dans mon passeport. Donc pour moi, cette vision est vraiment européenne parce que les Européens, ils ne sont pas habitués à ça. La polémique vient de l'Europe. Ils ne sont pas habitués à ces choses. Nous sommes habitués à cela depuis longtemps. On voyage avec nos cartes de vaccination. Mais eux, quand ils viennent en Afrique, c'est là qu'ils commencent à utiliser les cartes de vaccination. Mais sinon, entre eux là-bas, ils n'utilisent pas du tout les cartes de vaccination. C'est pour ça que c'est nouveau pour eux. Mais pas pour nous. Vous comprenez? Donc, professeur, vous rassurez la population, sinon nos auditeurs et téléspectateurs, en ce qui concerne, disant qu'il n'y a pas un agenda caché. Et même s'il y avait, je pense que c'est biblique dans tous les cas. La Bible a dit que l'Antéchrist va venir. Alors, l'Antéchrist va venir, mais est-ce que ça doit effrayer les chrétiens? Aucunement. Mais il est déjà là. La Bible le dit. Hein? Ils sont déjà là. Hein? Les agents sont là. Les choses sont en train de se mettre en place. Et les signes sont évidents. On les voit tous les jours. Chaque chrétien, normalement, ne devrait même pas s'effrayer. Parce que ça va dans la droite ligne de ce que la parole de Dieu nous enseigne, les signes du dernier temps. Je ne pense pas que le vaccin soit un signe du dernier temps aujourd'hui. Parce qu'ils disent que c'est pour introduire la puce qui va donner le chiffre 666. Mais quand on lit la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, on voit. La marque de la bête se placera où? Sur la main droite et sur le front. Alors, est-ce que le vaccin se fait sur la main droite? Non. Est-ce que ça se fait sur le front? Non.
Alors, les gens parlent de puce. La Bible parle de marque de la bête. C'est une marque. Qui en sait quelque chose? Personne. En tant que vous-même ancien d'église et en tant que professeur en médecine, vous rassurez aujourd'hui la population qu'on peut se faire vacciner sans problème. Vous pouvez vous faire vacciner sans problème. Ce n'est pas la marque de la bête. Franchement, je le dis clairement, je ne peux pas me permettre de tromper les frères et les sœurs en disant que non, il ne faut pas se faire vacciner parce que c'est la marque de la bête, etc., etc. Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Et puis, la marque de la bête va se faire dans des conditions vraiment très claires, bien définies, décrites dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Et puis, on verra que les choses sont complètement différentes. Donc, la vaccination, c'est un problème de santé publique. Absolument. Et il faut pouvoir nous engager à toute assurance. À toute assurance. Et professeur, le dernier point, ça concerne la stigmatisation. Vous êtes professeur, vous avez déjà vu beaucoup de frères, de sœurs qui ont été victimes de cette pandémie. Et quelquefois, ces frères sont stigmatisés. Même au niveau de l'église, si on apprend qu'il y a un frère qui a été atteint de la Covid, on prend cette distance. Qu'est-ce que vous avez à dire quand même pour que cela ne soit pas de mise, puisque nous sommes appelés à être des frères et sœurs qui partageons l'amour. Il y a des frères qui ont été confinés, qui ont été totalement guéris, déclarés guéris par la médecine, mais toujours on prend des distances vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, c'est une méconnaissance de la manière dont cette maladie se manifeste. Déjà, dès les premières semaines, la personne peut ne pas être, peut ne pas distribuer la maladie. OK? Alors, si quelqu'un est déclaré guéri, c'est qu'il ne transmet plus la maladie. Et d'ailleurs, cette personne reprend ses activités correctement. Et en plus, cette personne est considérée vaccinée et est autorisée à aller dans des endroits que les personnes non vaccinées ne pourraient pas fréquenter. Vous comprenez? Et aujourd'hui, avoir contracté le virus est considéré comme avoir eu une première dose de vaccination. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la personne qui est atteinte de la maladie ne peut pas transmettre la maladie une fois qu'elle est déclarée guérie. Alors, avoir peur de ces personnes-là, c'est vraiment une méconnaissance. Et je voudrais vraiment demander aux uns aux autres de ne pas avoir peur des parents, des frères, des sœurs qui ont contracté cette maladie et qui ont été guéris. Professeur, nous sommes à la fin de cette émission sur le thème lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux? Nous en avons parlé au plan médical et également au plan biblique parce que parmi nos auditeurs et comme nous sommes un organe de presse qui est dans une perspective chrétienne, nous avons voulu aborder cela pour éclairer, n'est-ce pas, nos auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de fin? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que dans la situation où nous sommes actuellement dans notre pays, premièrement, nous devons respecter et continuer à respecter les mesures barrières. Dans tous les endroits où nous sommes, en grand nombre, dans les églises, dans les commerces, partout, il faut respecter les mesures barrières et il faut faire respecter cela. C'est très important parce que notre niveau de vaccination n'est pas suffisant. Deuxièmement, j'encourage tout le peuple de Dieu et tous ceux qui nous écoutent, s'ils n'ont pas encore été vaccinés, à aller se faire vacciner. La vaccination n'est pas mauvaise. Au contraire, c'est pour nous protéger contre cette maladie grave. Et la vaccination n'est pas un moyen pour stériliser, pour rendre malades les gens, pour contrôler les pensées des gens. Non, 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 non. Pas du tout. C'est pour protéger contre ce virus. La vaccination n'est pas
le signe de l'Antichrist. Non, pas du tout. Les signes de l'Antichrist sont clairement définis dans la parole de Dieu et je vous encourage, pour ceux qui sont chrétiens, à lire la parole de Dieu, à lire la Bible pour être enseignés. Ce n'est pas un nouvel ordre mondial, c'est le même ordre qui était là avant, qui continue, mais sous des formes nouvelles. Donc ce n'est pas un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est la petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui va venir frapper la statue, non pas à la tête, mais au pied, pour détruire la statue, et qui va se constituer en une grande montagne, qui sera le nouvel ordre mondial. Et cet ordre mondial n'a aucun rapport avec la statue passée, qui est, j'allais dire, l'ancien monde qui va disparaître complètement. Et le nouveau monde va être mis en place et qui sera contrôlé par le Seigneur notre Dieu. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a été qui continue. Et c'est ce qui sera jusqu'à ce que le Seigneur revienne et change tout. Et je voudrais terminer en disant vraiment merci à la Ligue, à celui qui fait cette émission, notre frère Élie. Que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire. Merci, professeur Georges Thiaou. Vous êtes professeur titulaire de biochimie médicale. Vous êtes également ancien à l'Église Assemblée de Dieu d'Abidjan Cocody Centre, membre du conseil d'administration du groupe biblique des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Vous êtes venu nous entretenir sur le thème lutte contre la pandémie à coronavirus. Quelle appréciation avoir des moyens de lutte et des enjeux? Tous nos remerciements à vous. Nous allons donc conclure cette émission, mais pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui souhaitent poursuivre cette réflexion, ces échanges, nous sommes disponibles et vous pouvez nous contacter au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible qui est située à Abidjan Cocody, non loin de la cité universitaire Mermoz, ou appeler les numéros suivants, le 01 03 36 36 96 ou le 07 07 96 35 20. Merci et que le Seigneur nous garde. C'était Urgence Covid-19, une production de la Ligue pour la lecture de la Bible.